Bon, bonjour à tous et merci au comité d'organisation de nous permettre de discuter d'un sujet qui est vraiment extrêmement important, savoir quand hospitaliser nos malades dans des secteurs de soins intensifs de cardiologie. Nous allons modérer cette session avec le professeur Elbaz et le professeur Bonnefoy sur différents topics qu'on rencontre vraiment très fréquemment, à savoir la prise en charge d'une myocardite aiguë, d'un syndrome coronaire, d'une embolie pulmonaire ou encore d'une endocardite. Je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir vraiment les clés en main pour déterminer quel type de patients doivent être dirigés vers les secteurs de soins intensifs de cardiologie, pour tout un tas de raisons, et notamment pour des problèmes de logistique, mais également de prise en charge. Et donc, je pense que faire un petit rappel de tout ça sera excessivement intéressant. On va d'abord commencer cette session avec le docteur Tron de Rouen, qui va donc nous parler de qui hospitaliser dans un contexte de myocardite aiguë. Et donc, on va lui laisser la parole pour faire cette présentation. Nous reviendrons après pour les questions à ce titre. Voilà. Bonjour à tous, mon nom est Christophe Tron et je travaille au CHU de Rouen. On m'a demandé de vous préciser quand hospitaliser en soins intensifs une myocardite aiguë. J'aurais tendance à répondre tout le temps, mais les patients ayant une myocardite sont très hétérogènes et je vais essayer de vous détailler différentes situations. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Comme vous le savez, la myocardite est une inflammation cardiaque qui peut être la conséquence d'une infection, d'une exposition à des toxiques ou à une activation du système immunitaire. Elle touche des patients relativement jeunes avec un âge médian entre 30 et 45 ans dans la plupart des séries, un large spectre de présentations cliniques et de devenir. C'est un diagnostic dont la fréquence est en augmentation du fait de la disponibilité de la troponine ultrasensible et de l'IRM qui ont amélioré le diagnostic non invasif, mais également fait que les patients actuels sont à plus faible risque que dans les séries historiques. Alors, il y a une catégorie de patients pour laquelle l'hospitalisation en soins intensifs ne se pose pas. Ce sont les patients qui ont une myocardite fulminante, d'évolution rapide avec une défaillance hémodynamique nécessitant des inotropes ou une assistance circulatoire. Ces patients sont en stade 4 de la NYHA, hypotendus, avec une dysfonction ventriculaire gauche, souvent des arythmies ventriculaires. Il peut exister une insuffisance rénale ou hépatique secondaire à un état de choc, une détresse respiratoire et parfois un tableau de mort subite récupérée. Donc, ces patients doivent évidemment aller en soins intensifs. Sur cette diapositive, vous avez un tableau extraite d'une revue récente qui rapporte les résultats de plusieurs séries récentes de myocardite fulminante. On peut voir un large recours à l'ECMO et à l'assistance circulatoire avec une mortalité importante qui varie entre 15 et 48 et donc, il est important chez ces patients qui ont une myocardite fulminante de les transférer rapidement dans une USIC d'un centre tertiaire capable de réaliser une biopsie et de mettre en route une assistance circulatoire de courte ou de longue durée, voire une transplantation cardiaque. Mais tous les patients n'ont pas des myocardites fulminantes. Je vais vous présenter le cas d'un patient de 20 ans qui a été récemment hospitalisé dans notre USIC. Il vient en raison d'une douleur thoracique dans un contexte de diarrhée et de fièvre à 38,2. L'examen clinique est normal. L'électrocardiogramme est également normal. La radiographie de thorax sans particularité. À la biologie, on note une troponine augmentée à 253 nanogrammes par litre, un syndrome inflammatoire avec une CRP à 29 mg par millilitre et une PCR Covid qui est négative. À l'échographie, la fraction d'éjection est à 56%. Le patient est admis en USIC et on lui réalise
une IRM qui confirme un diagnostic typique de myocardite avec un œdème de la paroi latérale, un rehaussement tardif plutôt sous-épicardique avec des nodules caractéristiques de la paroi apicolatérale au niveau sous-épicardique. Lors de la surveillance, on ne note qu'une salve de 3 extrasystoles ventriculaires et le patient est sorti rapidement. Quel est le pronostic de ces myocardites non compliqués? Ici, un registre multicentrique italien où les auteurs ont comparé deux groupes, un groupe de myocardites dits compliqués, défini par l'existence d'une fraction d'éjection à moins de 50% ou d'une arythmie ventriculaire soutenue ou d'un tableau de myocardite fulminante. Ces patients représentaient 26,6% des cas et les 73,4% restants étaient les myocardites dites non compliquées qui n'avaient aucun de ces critères. Et ces myocardites non compliqués ont un séjour hospitalier qui ne pose pas de problème avec l'absence de mortalité, l'absence de recours à la transplantation, l'absence de recours à l'ECMO ou à l'assistance circulatoire. Et alors que le pronostic des myocardites compliqués et sévères avec un taux de mortalité cardiaque ou de transplantation de 14,7% à 5 ans, les myocardites non compliqués ont un pronostic très favorable avec l'absence de mortalité cardiaque ou de nécessité de transplantation avec un suivi de 5 ans. Et donc le message important, c'est que le risque des patients peut être stratifié à l'admission avec des éléments simples, la pression artérielle, l'électrocardiogramme, l'échographie. Je conclurai avec cette diapositive tirée d'un consensus d'experts européens et nord-américains qui a été publié le mois dernier. Il y a des patients à haut risque, ce sont ceux qui sont en choc cardiogénique ou en insuffisance cardiaque avec une dysfonction ventriculaire gauche, une fraction d'éjection à moins de 40%, plus ou moins associée à des troubles du rythme ventriculaire ou à un bloc auriculo-ventriculaire. Ces patients doivent être rapidement transférés vers un centre de recours médico-chirurgical pour pouvoir avoir une biopsie et une assistance circulatoire de courte ou de longue durée, voire être candidat à une transplantation cardiaque. Des patients à risque intermédiaire, ce sont ceux qui ont des signes d'insuffisance cardiaque moins sévères, une fraction d'éjection entre 30 et 50%, plus ou moins associés à des troubles du rythme ventriculaire ou à un bloc auriculo-ventriculaire. Ces patients doivent être surveillés de près dans une USIC de façon à pouvoir être transférés dans un centre médico-chirurgical en cas d'aggravation. Enfin, des patients à bas risque, ce sont les patients qui n'ont pas de signe d'insuffisance cardiaque, qui ont une fraction d'éjection à plus de 50% et pas de troubles du rythme ventriculaire ou de bloc auriculo-ventriculaire. Ces patients peuvent être gardés dans un centre périphérique car ils n'auront pas besoin d'une assistance circulatoire ni d'une biopsie. Et ce sont probablement ceux que l'on peut garder dans une unité plus légère que l'USIC, télémétrie ou soins continus si vous en avez une. Merci de votre attention. Bon, merci Christophe pour cette présentation qui était très claire et très didactique. J'avais pour question, est-ce que pour toi, le paramètre le plus important est celui de la fonction ventriculaire gauche, en sachant qu'on connaît ses limites quand on l'étudie en échographie? Est-ce que tu en vois d'autres? Mais est-ce que pour toi, c'est le paramètre le plus important pour diriger, orienter les malades? Alors essentiellement, la contractilité ventriculaire gauche par l'échographie a un rôle essentiel dans la stratification du risque, bien entendu à côté des marqueurs cliniques tels que l'intensité de l'insuffisance cardiaque, la pression artérielle et l'existence de troubles du rythme ventriculaire ou de blocs auriculo-ventriculaires, mais la fraction d'éjection par l'échographie est vraiment un élément
essentiel. Alors, je sais que certains auteurs vont plus loin en cherchant, par exemple, une atteinte infraclinique au moyen du strain. Nous, on se base surtout sur la fraction d'éjection globale. Et puis, on a la chance de pouvoir réaliser assez rapidement une IRM qui permet de voir s'il y a des zones de fibrose importantes et des éléments de mauvais pronostic, notamment en termes de troubles du rythme. Vous avez peut-être facilement accès à l'IRM, tant mieux, c'est bien. Et, pour ce qui est de la surveillance un peu globale et de la durée d'hospitalisation, quelle est votre stratégie pour savoir quand laisser partir un malade? Est-ce que vous attendez que les troponines se soient totalement normalisées, ou est-ce que vous faites un peu comme un infarctus du myocarde, en gros, quand c'est stable ou que ça diminue, on estime que le risque est passé? Quel est comment vous faites ça chez vous? Alors c'est vrai que j'ai pas trouvé de données très précises sur la durée d'hospitalisation et notamment la surveillance en soins intensifs dans la littérature. En pratique, nous, ces patients sont hospitalisés aux soins intensifs puisqu'ils ont des douleurs et de la troponine. Et on a tendance à les garder scopés en soins intensifs au moins le temps que la troponine soit en diminution. C'est une attitude un peu empirique, mais pour être sûr que l'on n'est pas dans une phase d'aggravation de la myocardite. Et puis une fois que le patient n'a plus mal, que le syndrome inflammatoire et la troponine baissent, on autorise la sortie. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour ta présentation et ta réponse. Ainsi, c'était très clair. Merci. La présentation suivante par le docteur Guillaume Laurent du CHU de Rennes concerne une thématique extrêmement importante pour les unités de soins intensifs de cardiologie, à savoir les syndromes coronariens aigus. Pour mémoire, je rappelle que dans les années 70, ces unités de soins intensifs de cardiologie sont nées pour assurer le dépistage, la surveillance et surtout limiter la mortalité de ce que l'on appelait à l'époque l'infarctus du myocarde. Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Laurent, je suis cardiologue interventionnel au CHU de Rennes. Et donc, je remercie le comité d'organisation de me donner l'occasion de présenter ce topo consacré aux critères d'hospitalisation en soins intensifs de cardiologie des syndromes coronaires aigus. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier concernant ce topo. En guise de préambule, il faut bien reconnaître que la littérature est assez pauvre concernant d'éventuelles études randomisées s'intéressant spécifiquement à ce problème, et donc il n'y a pas de recommandations spécifiques concernant ce sujet. Vous savez également que la définition même de soins intensifs cardiologiques en France est assez difficile, avec des entités extrêmement hétérogènes, avec des niveaux de soins variés, des services qui s'apparentent plus à des véritables réanimations, et d'autres, à contrario, qui sont plus des unités de soins continus monitorés. Enfin, c'est pas très scientifique, mais quand même, il faut bien sûr prendre en compte le contexte local, notamment les disponibilités de lits en soins intensifs et la possibilité ou non d'effectuer une surveillance du rythme cardiaque des patients en dehors de soins intensifs cardiologiques. Alors, je vous propose de commencer par les patients qui sont les plus évidents, ceux qui, bien sûr, vont devoir aller en soins intensifs. On verra après pour combien de temps. Ce sont bien sûr les patients qui font un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, et aussi, par extension, les patients à plus haut risque parmi ceux qui font un sans sus-décalage du segment ST. Donc, ces patients à très haut risque, c'est les patients qui vont avoir besoin d'une coronarographie immédiate. Donc, les patients qui sont en état d'instabilité rythmique, hémodynamique, ischémique, les patients qui vont faire une complication mécanique de leur syndrome coronaire aigu. Faute de temps, je ne vais pas pouvoir détailler le type de soins intensifs dans lequel il faudrait théoriquement adresser ces patients. Donc, concernant les autres patients, ceux qui font un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, vous savez que la Société européenne de cardiologie a réactualisé tout récemment ses recommandations qui ont été menées par Jean-Philippe Collet, qui rappellent à juste titre l'importance du score de risque GRACE, qui est un score qui est extrêmement simple à calculer à l'admission du patient avec des paramètres qui sont très faciles à recueillir. Et ce score est extrêmement bien corrélé avec la probabilité de décès, de survenue de décès en intra-hospitalier des patients.
Alors, les patients qui sont avec un score de risque le plus faible, les patients qui font un angor instable, eh bien, ça, c'est discuté au cas par cas, mais on peut même s'interroger sur l'opportunité d'hospitaliser tout court ces patients, puisque finalement, les recommandations nous disent que ces patients n'ont pas forcément besoin d'une coronarographie d'emblée, mais qu'on va privilégier un test ischémique non invasif avec un examen d'imagerie ou éventuellement un coroscanner, nous dit que le monitoring du rythme cardiaque doit être réservé aux patients qui sont à haut risque d'événements rythmiques, donc les spasmes coronaires ou lorsqu'on suspecte un événement rythmique. Et puis évidemment qu'il faut se guider, qu'il peut être intéressant de connaître la fonction systolique VG avant d'autoriser le retour à domicile de ces patients. Donc chez ces patients, se poser la question de l'hospitalisation tout court. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on hospitalise un syndrome coronaire aigu? Eh bien, on va l'hospitaliser bien sûr pour réaliser un traitement interventionnel percutané, une choro, une angioplastie, puis pour surveiller l'évolution au décours de cette procédure, pour mettre en place ou pour optimiser le traitement médical optimal, et puis pour éduquer le patient à sa maladie athéromateuse, à son traitement. Et enfin, on hospitalise pour détecter et traiter d'éventuelles complications du syndrome coronaire aigu, troubles du rythme ventriculaire, insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou complications mécaniques. Et finalement, il n'y a que ce dernier item qui relève réellement d'une hospitalisation en soins intensifs de cardiologie. Alors, je vous ai dit que la littérature était assez pauvre sur le sujet. Je vais quand même vous citer 2 scores de risque qui ont été publiés. Le premier, c'est le score de risque Action ICI, qui a été publié en 2018, qui a été établi à partir de 30 000 patients de plus de 65 ans, hospitalisés pour des syndromes coronaires aigus non ST+, et qui n'étaient pas en choc cardiogénique, qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque. Parmi ces patients, il y en a 43% qui ont été pris en charge en soins intensifs. Et donc, on s'intéresse aux complications qui nécessitent, selon les auteurs, et on a quand même envie d'être d'accord avec eux, une hospitalisation en soins intensifs, arrêt cardiaque, choc cardiogénique, bloc atrioventriculaire de haut grade, détresse respiratoire, AVC, décès. Et c'est 14% des patients qui vont présenter l'une ou plusieurs de ces complications. Et donc, les auteurs ont déterminé un score prédictif de survenue de ces complications en intra-hospitalier. Vous voyez les items qui sont rappelés ici, qui déterminent ce score. Alors, on pourra faire remarquer que quand même une grande partie de ces items étaient déjà retrouvés dans le score de risque GRACE, mais qui n'étaient pas destinés à cela. Toujours est-il que ce score est assez harmonieusement réparti et surtout bien corrélé avec la survenue intra-hospitalière d'une complication nécessitant une hospitalisation aux soins intensifs. Si l'on s'intéresse maintenant à la survenue très spécifique du choc cardiogénique en intra-hospitalier dans une population de patients admis pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST qui ont été traités par angioplastie primaire, eh bien, on dispose du score de risque ORBI qui a été établi à partir d'une cohorte de dérivation de 6800 patients et validé dans une cohorte de 2200 patients. Donc, ce score prédictif va utiliser 11 items, là aussi extrêmement simple à recueillir au décours de la coronarographie. À partir de ces 11 items, on va pouvoir différencier 4 catégories de risques qui sont très bien corrélées avec la survenue éventuelle d'un choc cardiogénique pendant l'hospitalisation. Enfin, concernant la détection des arythmies ventriculaires, concernant les patients admis pour un syndrome coronaire aigu ST+, eh bien, les recommandations de 2017 nous disent que ces patients doivent être surveillés en soins intensifs pendant 24 heures et ces 24 heures peuvent être prolongées par une surveillance de la fréquence cardiaque potentiellement en dehors d'un soin intensif pendant encore 24 à 48 heures, notamment chez ces patients qui sont les plus à haut risque d'événements rythmiques, les patients qui sont instables sur le plan hémodynamique ou rythmique, les fonctions VG altérées, les patients qui ont une sténose critique résiduelle associée et enfin les échecs ou complications de reperfusion. Concernant les patients qui sont admis pour syndrome coronaire aigu non ST+, eh bien, on nous dit que la surveillance doit être monitorée pendant au moins 24 heures. Et là, c'est pas forcément en soins intensifs, nous disent les recommandations. Et ces 24 heures peuvent être prolongées, notamment chez les patients qui sont les plus à haut risque. Donc, ce sont globalement les mêmes que les syndromes coronaires aigus ST+, auxquels on ajoute ceux qui ont un score de risque GRACE supérieur à 140. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Guillaume, merci pour cette excellente présentation. Nous pourrions durer des heures dans la discussion tellement les ouvertures sont riches. Mais j'aurais une première question qui a trait aux recommandations qui ont été publiées en septembre 2020, à savoir, puisque aujourd'hui tous les syndromes coronariens aigus validés, authentifiés par une élévation de troponine, donc les infarctus du myocarde doivent bénéficier d'une coronarographie dans les 24 heures. Est-ce qu'au plan logistique, c'est tenable? Alors, il y a plusieurs questions. Premièrement, il y a la question, la logistique par rapport à l'accès aux salles de cathétérisme. Donc ça va dépendre évidemment de l'organisation locale. Et pour répondre spécifiquement sur le sujet du topo, qui est l'hospitalisation derrière en soins intensifs, la réponse est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a effectivement le problème du type de soins intensifs dont on parle. J'avais rappelé dans l'introduction, c'est bien qu'il y a plusieurs niveaux de soins intensifs, avec des soins intensifs qui s'apparentent plus à une véritable réanimation, et puis des soins intensifs qui sont en fait des soins continus. Pour la surveillance de ces patients, les recommandations finalement imposent vraiment des soins intensifs que pour les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, et encore pendant 24 heures. Pour les non-ST+, on dit bien que c'est un monitoring du rythme cardiaque qui est nécessaire pendant 24 heures minimum, et pas forcément une hospitalisation en soins intensifs. Donc on peut imaginer par exemple pour les patients qui sont admis dans un centre où il n'y a pas de salle de coro, on fasse venir ces patients en salle de coronarographie, on leur fasse leur coronarographie, et puis après on les renvoie rapidement vers le centre qui a adressé pour qu'ils poursuivent la prise en charge, et notamment la surveillance pendant 24, 48 heures, voire plus si besoin. Merci, c'est la réponse logique, parce que les unités de soins intensifs, à mon sens, ne doivent pas et ne doivent plus être des unités de soins coronaires aigus, ce qu'on pourrait avoir tendance à croire. Deuxième question que je trouve importante, c'est le choix du score. On sait qu'on choisit le score de Grace tout d'abord pour évaluer au plan de diagnostic le niveau du risque, et puis on choisit également le score de Grace pour savoir qui on hospitalise en soins intensifs en fonction du risque de mortalité aiguë. Tu choisis ce score ou tu proposes dans ton topo d'autres scores type Orbis score? Alors, c'est vrai que les scores, c'est quelque chose qui est très à la mode, c'est très pratique, c'est facilement reproductible, surtout quand, comme le score Grace ou l'Orbi Risk Score, on a des items qui sont très faciles à recueillir, des choses qui sont très simples à calculer. Alors, le score Grace, j'en ai largement parlé parce qu'il est évidemment connu, ça fait de nombreuses années qu'il est bien répandu, qu'on le retrouve dans tous les guidelines. Pas oublier que c'est un score qui est avant tout un score prédictif de mortalité intra-hospitalière et puis à moyen terme. Donc à partir de là, on peut s'en servir pour dire est-ce qu'il y a un intérêt à hospitaliser ce patient, mais ce n'est pas un score qui a été établi spécifiquement pour ça. L'Orbi Risk Score, je l'ai rappelé, parce que je trouve que c'est un score René, donc évidemment, mais surtout c'est intéressant parce que c'est un score qui va permettre de prédire la survenue de chocs cardiogéniques dans le syndrome coronaire aigu ST+. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de dire il faut hospitaliser ou pas ce patient, puisqu'on est sur du ST+. Donc, évidemment, c'est des patients qu'on va garder au moins 24-48 heures en soins intensifs, mais ça va nous permettre de savoir s'il faut élever le niveau de soins ou pas. Merci Guillaume. Nous allons donc maintenant accueillir le professeur Pascal Lim de Créteil pour les patients avec embolie pulmonaire. Quels sont parmi eux ceux qui doivent être hospitalisés en soins intensifs de cardiologie, en sachant qu'il s'agit d'une population un peu particulière, puisqu'une partie d'entre eux est susceptible de ne même pas être hospitalisée. Donc Pascal, je te laisse la parole. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter qui hospitalisé en unité de soins intensifs au cours d'une embolie pulmonaire. Donc voici mes conflits d'intérêts. Alors, reconnaître les patients à hospitaliser en USIC revient à effectuer une évaluation de la sévérité de l'embolie pulmonaire afin d'en modifier le pronostic. L'évaluation de la sévérité de l'embolie pulmonaire doit être réalisée dès que vous posez le diagnostic, enfin la suspicion de diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est une recommandation de classe 1 des Guidelines 2019, car cette évaluation va non seulement conditionner le lieu où vous allez hospitaliser le patient, mais aussi l'attitude thérapeutique et diagnostique. L'évaluation clinique repose sur 3 catégories. La première, c'est est-ce que mon patient est hémonymiquement instable? La deuxième,
c'est s'il est stable hémoniquement, est-ce qu'il a un pronostic à 1 mois favorable ou défavorable. Alors, pour les patients qui sont hémoniquement instables, l'indication d'hospitalisation est relativement instinctive. Le tableau clinique est clairement défini par les recommandations. Ce tableau clinique inclut l'arrêt cardiaque, le choc obstructif et l'hypotension définie par une systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une chute de la pression artérielle systolique supérieure à 40 mm de mercure chez les hypertendus. Ces patients ont un risque de décès intra-hospitalier de 12% qui peut être réduit à 6% lorsqu'ils bénéficient d'un traitement par thrombolyse. Et donc, la stratégie diagnostique doit être accélérée pour que le traitement anticoagulant et thrombolyse soit mis en place le plus rapidement possible. Chez les patients hémoniquement instables, ces patients vont être classés en 2 catégories, ceux ayant un excellent pronostic à 1 mois et ceux ayant un pronostic plus défavorable à 1 mois après l'embolie pulmonaire. Cette catégorisation repose notamment sur le calcul du score de PESI simplifié, dont les items incluent un âge de plus de 80 ans, les comorbidités et les signes d'instabilité clinique. L'absence de critères de PESI simplifié est associée à un risque de décès de 1% à 1 mois. Et chez ces patients avec un SPESI nul, un traitement ambulatoire peut être proposé. Et c'est l'équipe néerlandaise de Zondag qui a proposé cette stratégie dans une étude de 297 patients où le traitement par HBPM a été relayé par AVK et les patients restaient moins de 24 heures hospitalisés. Ils observent qu'au bout d'un suivi de 3 mois, la mortalité est bien de 1% et le risque de récidive à 3 mois est de 2%. Alors, pour affiner et réduire cette mortalité résiduelle de 1% chez les patients qui ont un score de PESI négatif, enfin égal à 0, plusieurs auteurs ont proposé d'identifier les patients à risque selon le retentissement de l'embolie pulmonaire sur le ventricule droit. Et cette méta-analyse de 22 études incluant 3295 patients montre que lorsqu'on a un score de PESI nul avec une dysfonction VD, soit par une dilatation morphologique au scanner ou à l'écho, soit par une élévation de la troponine, la mortalité est multipliée par 4 à 6. Et ceux qui n'ont pas de dilatation du VD ou n'ont pas d'élévation de la troponine, vous voyez que la mortalité à 1 mois est moins de 1%. Alors, ces résultats corroborent avec une étude multicentrique qui montre que, en l'absence des critères Estia et de dilatation du ventricule droit ou de thrombus flottant, on a bien une mortalité à 0% à 3 mois, un taux de récidive très bas à 0,6% et un risque hémorragique à 1,2%. Et donc, ces patients peuvent être traités en ambulatoire. Alors, que faire des autres patients? Pour les PESI positifs, la mortalité sur l'article original qui avait validé le score PESI était à 11%. Mais dans cette étude-là, on avait inclus des patients qui avaient des chocs. Dans l'étude Deeper et dans l'étude PEITO qui a inclus des embolies pulmonaires de probabilité intermédiaire avec un taux de BNP élevé ou un taux de troponine élevé, la mortalité dans le risque intermédiaire est de 3 à 4%, ce qui reste élevé, similaire à l'infarctus du myocarde. Et donc, ces patients doivent être hospitalisés en USIC et on doit les surveiller pour une potentielle évolution vers une décompensation hémodynamique qui pourrait nécessiter une thrombolyse. En effet, la thrombolyse ne peut pas être proposée d'emblée à la suite des résultats de l'étude PEITO, qui a inclus 1000 malades à peu près, et qui montrait que le bénéfice hémodynamique qu'on tirait dans PEITO était contrebalancé par un risque d'hémorragie cérébrale excessif et qu'il n'y avait pas donc de bénéfice sur la mortalité. Donc en conclusion, il faut hospitaliser en USIC les patients hémoniquement instables,
ceux ayant un score de PESI simplifié anormal, donc la troponine est élevée. Les patients ayant un score de PESI simplifié 0 et un ESTA nul peuvent bénéficier d'un traitement ambulatoire en l'absence de dilatation du VD ou d'élévation de la troponine. Les patients peuvent être hospitalisés en salle lorsqu'ils ont une hémolymphe stable, pas d'élévation de la troponine, mais qui ne peuvent pas suivre un traitement ambulatoire, notamment du fait de leur risque hémorragique ou de l'incompréhension. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal pour ta présentation, donc vraiment très clair. Donc une première question, c'est donc on comprend que le scanner et les troponines sont au premier plan pour la stratification du risque et notamment, enfin particulièrement l'évaluation du ventricule droit. Est-ce qu'il reste une place pour l'échocardiographie et puis les autres marqueurs biologiques comme par exemple le BNP? Alors, pour l'échocardiographie, oui, c'est essentiel lorsque la présentation est sur un mode d'état de choc, hein, pour pouvoir faire le diagnostic le plus rapidement possible. Mais ensuite, sur les embolies pulmonaires à gravité intermédiaire, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de choc et qui n'ont pas de signe de PESI score simplifié positif, on peut simplement se baser sur la dilatation au scanner du ventricule droit avec le rapport VDVG et l'échographie peut être faite dans un second temps. Concernant la troponine, en fait, lorsqu'on regarde sur une méta-analyse qui vous a été présentée, la valeur pronostique de la troponine par rapport au BNP, la troponine sort comme un facteur supérieur au taux de BNP et donc on peut tout simplement utiliser la troponine à la place du BNP. Donc voilà, donc les deux éléments à prendre en compte aux urgences quand on n'a pas d'échographie cardiaque, c'est vraiment le rapport des VDVG au scanner et la positivité de la troponine pour dire ceux qu'on va garder en USIC ou ceux qu'on va mettre en salle. Voilà. Très bien. Et à l'opposé du spectre, il y a donc ces patients qui sont amenés à sortir et qui seront gérés en ambulatoire. Comment, en pratique, on gère ces patients en termes de suivi et en termes de traitement? Alors, ceux qui vont sortir en ambulatoire, c'est une niche de la population. Vous voyez que sur l'étude randomisée, il n'y avait que 500 patients à partir des 2000 patients initiales. Et donc, il faut bien vérifier qu'ils sont à faible risque, donc ils n'ont pas de score PESI positif, qui n'ont pas de dilatation du VD au scanner, qui n'ont pas de troponine positif, qui n'ont pas de BNP positif, mais c'est moins important. Et puis, le plus important, c'est qu'ils comprennent bien le traitement. Ça fait partie du score ESTIA, qui permet de vérifier la bonne compréhension du traitement. Et en général, donc du coup, il faut leur dire qu'ils vont être recontactés. Nous, on a une cellule qui les recontacte le lendemain ou dans les 24-48 heures pour vérifier qu'ils aient bien compris le traitement, qu'ils comprennent le traitement. Et après, on les revoit dans la semaine en consultation à l'hôpital. Voilà, il faut mettre une structure en place. Très bien. Alors, dernière présentation de cette session vraiment très riche, le docteur Thomas Beauchaton, praticien hospitalo-universitaire au CHU de Lyon, va nous parler des endocardites infectieuses hospitalisées aux soins intensifs de cardiologie. Bonjour, je suis le docteur Thomas Beauchaton des Hospices civils de Lyon et je vais vous présenter ce topo sur les endocardites infectieuses quand hospitaliser les patients en unité de soins intensifs cardiologiques. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, l'endocardite infectieuse est une pathologie rare mais grave, comme vous le savez, avec une incidence de 3 à 10 pour 100 000 habitants par an. Le diagnostic repose sur l'échographie transœsophagienne et les hémocultures. Et le pronostic est relativement sombre, avec 20% de mortalité intra-hospitalière et 25 à 30% de mortalité à 6 mois. La chirurgie intervient dans 40 à 50% des endocardites infectieuses et l'orientation du patient est importante, soins intensifs cardiologiques ou département de cardiologie conventionnelle. Et lorsqu'on choisit l'USIC, quelle USIC? La plupart des endocardites que l'on va hospitaliser à l'USIC sont celles qui présentent une complication. Sur le plan épidémiologique, il s'agit surtout d'une pathologie des sujets âgés avec ou sans valvulopathie préexistante,
et parfois la présence de matériel intracardiaque. Sur le plan microbiologie, la majorité des endocardites sont dues au staphylocoque ou au streptocoque et entérocoque. Parfois, il y a des endocardites polymicrobiennes. Les raisons pour l'admission à l'unité de soins intensifs sont les suivantes. Il s'agit de statistiques issues de l'étude de Leroy, avec pour 22% des cas un choc septique, pour 19% des cas une régurgitation aortique sévère, une régurgitation valvulaire sévère, pardon, pour 16% des cas un choc cardiogénique. Et vous voyez que l'insuffisance cardiaque représente 35 à 40% des admissions à l'USIC pour les endocardites. 15% pour l'insuffisance rénale aiguë, 11% pour l'insuffisance respiratoire, 7% pour les complications neurologiques et 11% pour les autres complications, notamment les blocs auriculo-ventriculaires. La mortalité à l'USIC va dépendre de la raison d'admission et on voit que les patients qui sont admis pour choc septique ont une mortalité plus importante que ceux admis pour choc cardiogénique, qui eux également ont une mortalité plus importante que les patients admis pour insuffisance respiratoire aiguë. Et enfin, les patients avec le meilleur pronostic sont ceux admis pour une fuite valvulaire sévère. Les avantages de l'USIC pour l'endocardite, c'est un meilleur monitorage des patients, hémodynamique et électrocardiographique, la présence de moyens médicaux importants, et ceci 24 heures sur 24, la possibilité de mettre en place des inotropes, de butamine, noradrénaline par exemple, la possibilité de réaliser un électro-entraînement systolique, et puis pour certaines USIC, une hémodialyse. Voici un graphique qui représente le management des endocardites, et on voit que le point important va être de stratifier de manière précoce le risque du patient. Alors, on va voir les patients qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque. Il y aura les patients qui vont être en prise en charge médicale uniquement en première ligne. Et puis, il y aura les patients qui ont une autre complication. Enfin, on peut s'aider de différents scores qui ont été développés pour les endocardites ou des scores plus génériques qui permettent d'évaluer le risque du patient et de l'orienter dans le service le plus adapté. Pour stratifier le risque du patient, il faut avoir l'IRM cérébral et un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des emboles cérébraux ou au niveau des autres organes. Et puis, les facteurs prédictifs de mauvais pronostic sont évalués par les caractéristiques propres du patient, notamment son âge ou la présence d'une valve prothétique, les critères cliniques avec la présence d'une insuffisance cardiaque, par exemple d'une insuffisance rénale, le micro-organisme, notamment les staphylocoques dorés qui sont très agressifs, ou des données échographiques, une fuite valvulaire sévère. Une fois qu'on a stratifié le risque du patient, il faut l'orienter. On va choisir d'orienter à l'USIC ou au département de cardiologie. Et si on choisit l'USIC, ce sera surtout pour les patients suivants, les patients qui ont une complication de l'endocardite avec un choc septique ou un sepsis sévère, les patients qui présentent une insuffisance cardiaque ou une fuite valvulaire sévère, les patients avec des emboles à distance et notamment les complications neurologiques ou les patients qui présentent un bloc auriculo-ventriculaire. Les patients qui ont besoin d'une chirurgie également seront hospitalisés en USIC en attendant leur chirurgie. Et il faut que l'USIC soit donc couplé à un service de chirurgie cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est la première cause de chirurgie. Elle complique 40% des endocardites infectieuses. Il y a une mortalité importante chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et qui ne sont pas traités par chirurgie. L'infection non contrôlée, c'est la deuxième cause de chirurgie pour les endocardites, avec deux concepts, une extension de l'infection locale avec la présence d'abcès, de fistules ou de pseudo-anévrismes, ou des considérations microbiologiques avec un sepsis sévère, une endocardite qui rechute ou la présence de germes très invasifs comme les Staph aureus. Les AVC, les complications emboliques, c'est la troisième cause de chirurgie et l'endocardite se complique dans 15 à 30% d'un AVC. Alors ici, le pronostic fonctionnel est en jeu, mais c'est également un facteur indépendant de mortalité avec un risque de transformation hémorragique au cours de la chirurgie. Les risques associés à l'embolie sont une végétation importante, de taille importante, 10-15 mm, voire plus, la localisation mitrale et les infections à Staphylococcus aureus. Enfin, la présence d'un bloc auriculo-ventriculaire qui complique 10 à 14% des endocardites avec, dans la majorité des cas, un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré, 45% des cas, et un BAV complet dans 20% des cas. Le bloc est souvent en lien avec une endocardite aortique et il va signer la présence d'un abcès. Dans 15 à 30% des cas, c'est une valve native, et dans 60% des cas, une valve prothétique. Le bloc auriculo-ventriculaire est un marqueur indépendant de mortalité. Voilà, pour conclure, l'endocardite est une pathologie rare mais grave. Il faut stratifier le risque du patient de manière précoce pour l'orienter soit en cardiologie conventionnelle
s'il n'a pas de complications, et ici il s'agit d'une endocardite, on va dire simplex, soit en USIC. Et l'USIC, on orientera les patients en fonction des complications. Un patient qui présente un sepsis sévère ou un choc septique sera orienté vers une USIC. Un patient qui présente une insuffisance cardiaque ou une fuite valvulaire sévère sera également orienté vers l'USIC. De même pour les patients qui ont une complication neurologique de type AVC, avec des troubles de la vigilance, par exemple. Les patients qui présentent un bloc auriculo-ventriculaire, et ceci dès le premier degré, nécessitent une surveillance télémétrie en USIC. Les patients qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque en urgence doivent être surveillés en USIC jusqu'à la chirurgie. Et donc, il faut que l'USIC soit couplé à un service de chirurgie cardiaque. Il faut également prendre en compte les organisations locales, et notamment les astreintes médicales et les week-ends, où parfois il est plus simple de mettre le patient en USIC pour avoir accès à l'ETO et ou à l'imagerie rapidement, plutôt qu'en service conventionnel, où le patient ne bénéficiera pas de tous les moyens sur cette période de week-end qui parfois est relativement pauvre en médecins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thomas, merci pour cette présentation excellente comme les précédentes. Alors, concernant les endocardites infectieuses, il y a toujours quelque chose qui m'a turlupiné, c'est que les endocardites infectieuses, beaucoup sont opérées, beaucoup ne le sont pas. Beaucoup de celles qui sont opérées ne sont pas aux soins intensifs. Mais est-ce que toutes les endocardites qui sont aux soins intensifs doivent être opérées? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la plupart des endocardites qui vont venir aux soins intensifs sont celles qui sont de recours chirurgical, qui nécessitent une chirurgie, soit parce qu'elles ont un sepsis non contrôlé, soit parce qu'elles ont une insuffisance cardiaque sévère, ou alors parce que ce sont des endocardites emboliques. Donc, c'est vrai que la plupart de celles qui viennent aux soins intensifs vont être opérées, mais aussi, il peut y avoir parfois certaines endocardites qui ne vont pas nécessairement être opérées, mais qui nécessitent une surveillance particulière, ou même parfois pour d'ordre logistique. On peut encore le voir sur ces longs week-ends de fête où parfois mettre une endocardite chez un patient jeune qui n'a pas forcément de signe de gravité dans un service conventionnel peut poser des problèmes de diagnostic et ralentir la prise en charge. Donc ça peut être aussi une façon, les soins intensifs, parfois d'accélérer la prise en charge pour un patient qui rentre sur un long week-end et qui va avoir son ETO, son scanner et une antibiothérapie peut-être mise de manière beaucoup plus rapide et efficace. Donc oui, la plupart des endocardites qui sont aux soins intensifs sont celles de recours chirurgical, mais il peut y avoir d'autres cas de figure également moins fréquents, c'est sûr. Donc là, tu insistes sur un aspect logistique, mais moi j'insiste sur l'autre aspect, c'est que finalement, si un patient n'est pas opérable et qu'on dépasse un petit peu la notion de simple surveillance monitorisée, parce que la surveillance monitorisée, ça pourrait être du soin continu, si on dépasse ça, est-ce qu'on est en droit pour un patient non opérable de refuser une entrée en unité de soins intensifs de cardio? Alors, s'il est non opérable, je pense que chez quelqu'un pour lequel on est sollicité. Oui, je pense que s'il est non opérable, on peut en effet refuser l'entrée en soins intensifs et faire une gestion médicale dans un service conventionnel. C'est un cas de figure qui se pose parfois pour des patients très âgés qui ont beaucoup de comorbidités pour lesquels le chirurgien ne souhaite pas opérer. Donc, des patients qu'on gère en service conventionnel, oui. Et pour la surveillance échographique des endocardites, est-ce que les soins intensifs, c'est un plus? Je pense qu'on a un accès à l'échographie qui est peut-être plus rapide. On a un médecin qui est présent 24 heures sur 24. Donc, je pense que la surveillance intensive pour l'échographie, c'est un plus. Ça peut parfois, on peut peut-être sur l'ETO, on peut nécessiter d'avoir une expertise extérieure quand on a de la chance d'avoir des laboratoires d'échographie pour demander un appui pour le diagnostic sur des échographies transophagiennes. Mais je pense que l'accès, en tout cas, aux soins intensifs, il est plus facile sur le plan échographique que dans les services conventionnels. Bien, merci Thomas pour cette conclusion avant la conclusion définitive. Voilà, donc nous arrivons à l'issue de cette session extrêmement intéressante sur les critères d'hospitalisation en soins intensifs de cardio. On a abordé cette problématique avec la myocardite, l'embolie pulmonaire, l'endocardite infectieuse, les syndromes coronariens aigus, mais il existe bien d'autres sujets qui auraient pu relever de cette réflexion, les troubles du rythme et l'insuffisance cardiaque, bien entendu. Alors, ça conduit à une réflexion plus générale et vraiment partagée par l'ensemble des intervenants essentiels, qui est que les soins intensifs de cardiologie aujourd'hui ne sont pas du tout des soins intensifs coronariens. L'activité coronarienne est une activité historique, toujours importante,
mais qui n'est pas au centre des missions des soins intensifs de cardiologie. Dans cet esprit, on conçoit que des cardiologues avec la formation adaptée en soins critiques cardiologiques puissent intervenir dans les différents niveaux de soins intensifs cardiologiques en fonction des structures hospitalières et de leur plateau technique, mais certainement pour une partie de ces soins intensifs de cardiologie, la spécialisation en soins critiques cardiologiques est une dimension nécessaire. Et c'est dans cette optique que le groupe USIC particulièrement travaille à la mise en place et la poursuite de cette formation, et ça déjà depuis quelques années. Et travail va intervenir aussi prochainement pour la mise en place d'un diplôme interuniversitaire paramédical de soins critiques cardiologiques. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore tous les orateurs et je remercie mes collègues modérateurs d'avoir participé à cette session. Merci à tous. Merci.